ça c'est pas mal. Bonjour à tous, je vais descendre, je me sens pas à l'aise là-haut. Merci d'être venus aussi nombreux à cette, conférence. Alors pour ceux qui aiment bien le Quintet Plus, désolé, on va pas parler de ce PMU-là aujourd'hui. Vous pouvez admirer mes talents, en Photoshop. Mais on va parler d'un outil qui va nous aider à gérer, des monorepositories en PHP. Alors déjà, petite présentation, moi c'est Antoine Blucher, je fais, de la programmation depuis un certain moment, beaucoup d'open source. Plus récemment, je fais beaucoup de mécanique aussi, j'ai changé mon premier embrayage récemment, c'était passionnant. Je trouve que c'est un peu des Lego pour les adultes, je trouve ça fun. Puis j'ai aussi, un bébé, tout récemment. Je travaille pour les Tilleuls, donc je suis directeur technique chez eux. Je fais vraiment plein de choses, j'ai jamais donné un peu type. Les Tilleuls, pour ceux qui savent pas ce que c'est, on est, une société coopérative, donc tous les salariés sont aussi associés et on fait du consulting, sur plein de sujets. On a aussi un nouveau pôle de DevOps, donc on gère des clouds, on fait du développement et on peut aussi vous accompagner sur 1 ou 2 journées, venir chez vous, discuter un peu de votre code, de vos pratiques, et de nos pratiques et échanger comme ça, c'est super sympa. Alors, déjà petite question, parmi vous ici, qui fait un peu de l'open source en utilisant des monorepositories? Je pense par exemple à Symfony, je sais qu'il y a peut-être d'autres composants, Drupal s'y met aussi. OK, pas beaucoup. Hem, du coup, pourquoi vous êtes là les autres? Non. Petit rappel des monorepositories. Tout le monde voit ce que c'est un monorepository? Je vais quand même refaire une petite passe parce que ça reste un sujet un peu controversé. Il y a un site web, donc je vais pas mal parler aujourd'hui, qui est issu d'un outil, de l'écosystème JavaScript qui s'appelle NX, qui ont sorti un site web monorepo.tools qui vraiment vous donne un peu tous les avantages d'un monorepository, sachant qu'eux, ils vont vendre aussi tout ce qui est, intégration continue autour des monorepositories et plein d'outils comme ça. Et leur définition du monorepo, c'est un repository, on va reparler de ça tout à l'heure, qui contient plusieurs projets distincts avec des relations bien définies entre elles. Pour ce qui est du repository, quand on entend repository, en fait, il y a que dans notre monde que ça parle. Sinon, un repository, ça n'a pas vraiment de sens tout seul. Et en fait, nous, on utilise des systèmes de version de contrôle. Alors, qui a utilisé déjà autre chose que Git ici? Ah ouais, quand même! Ah ouais, je m'y attendais pas à celle-là. Bon, vous êtes tous sur Git maintenant? Bon, OK. Alors c'est vrai que les autres, on les voit moins, à savoir que Mercurial et Git sont distribués. Il y a un truc que, peu de gens savent, mais vous avez dans Git un démon. Vous pouvez lancer git daemon et puis du coup, vous avez un serveur Git sur votre machine et vous pouvez directement échanger des commits avec, les autres personnes sur le réseau local, par exemple et par exemple, Subversion est plutôt, centralisé. Alors, ces systèmes de version de contrôle, en fait, ils vont prendre une structure de fichiers et ils vont garder des métadonnées liées à ces fichiers, ainsi qu'un historique en fait de version et etc. Vous allez pouvoir avoir des branches, des choses comme ça. Donc là, sur la droite, j'ai pris une application PHP. Là, en l'occurrence, c'est une application Laravel. Il y a pas vraiment de monorepository pour l'instant. Alors, on va voir quelques structures de fichiers en monorepository, qu'on retrouve pas mal sur le web. Donc déjà, le premier exemple de structure, ça va être une structure de fichier typique de NX. Donc NX, c'est, cet outil en JavaScript qui va vous permettre d'initialiser un monorepo. En JavaScript, ça se fait beaucoup parce on va avoir plusieurs applications et on va avoir des librairies ensuite à côté. Par exemple, une librairie graphique avec React, vous allez avoir vos composants un peu, standards et si vous avez une application en marque blanche, bah, vous allez peut-être avoir plusieurs applis qui vont utiliser cette librairie. Donc du coup, à ce moment-là, on va se retrouver en initialisant un projet avec NX, avec une structure un peu comme celle-là. Ensuite, en PHP, ce qu'on connaît un peu plus, c'est lié au développement open source, donc notamment avec Symfony. Dans Symfony, vous avez le dossier SRC Symfony Components, par exemple, où chacun des dossiers ici comporte un composer.json et est en fait un paquet à lui-même. Et il dépend d'autres paquets dans le répertoire au-dessus. Avec API Platform, plus récemment, on a fait exactement pareil.
Et du coup, dans notre dossier SRC, tous les dossiers que vous voyez, ont sûrement un composer.json et ont en fait, un paquet et sont, indépendants. Alors, par opposition à ça, on va avoir soit le multi-repository ou polyrepo, il n'y a pas vraiment de mots à proprement parler, mais ça, c'est une technique qui est beaucoup plus utilisée dans vos applications métiers. On va avoir un seul repository par équipe, en fait, ou par application. Et ensuite, on va avoir des repositories aussi pour chacune des librairies. Ensuite, attaché à ça, on va avoir une intégration continue ou un déploiement continu sur chacun de ces repositories-là. Effectivement, les équipes, elles veulent pouvoir faire leurs propres décisions et du coup, c'est plus simple à gérer. Par exemple, voilà, j'en prends 3 et je leur dis: «Là-dessus, vous avez le droit de déployer. Sur cet autre repo, j'ai cette équipe qui a le droit de déployer», mais en fait, les 2 communiquent peu entre elles. Le problème un peu de cette isolation, ça va un petit peu, freiner la collaboration entre les équipes. Moi, je l'ai déjà vu sur des très gros projets où, ben, il y avait 2 équipes qui utilisaient la même lib, mais en fait, ils parlaient jamais et en fait, ils avaient tous les 2 recodé la même lib. Il y a un autre truc qui me dérange un peu avec, ce pattern de polyrepo, c'est que votre intégration continue, ça va être souvent la même. Donc, si vous avez une version de PHP CSS sur l'un, vous avez potentiellement pas la même sur l'autre et ainsi de suite. Du coup, on va avoir, des outils qui vont être un peu différents entre chaque repo et ça va aussi, peut-être, poser quelques soucis. Forcément de la duplication de code et vous avez aussi, ce fait que le partage d'informations n'est pas forcément toujours présent. Alors attention, tout ça, c'est des sujets qui sont assez controversés et j'ai envie de dire, il n'y a pas de bonne technique. Enfin, il y a toujours des avantages et des inconvénients à chacune de ces organisations de repository. En JavaScript, on a beaucoup d'outils pour gérer des monorepositories. Je pense qu'ils ont plus besoin de ce genre de choses. Alors que nous, typiquement, sur un projet PHP, quand on a du JS ou un projet client, on ne va pas le mettre forcément au même endroit. Par le passé, j'ai déjà utilisé donc nx.dev sur un projet qui partageait du PHP et du React. Donc en fait, j'utilisais JavaScript pour lancer des commandes PHP. Voilà, ça marchait bien, hein. Après, est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt à le faire? Pas forcément. Cela dit, ça nous a simplifié quand même le déploiement continu. Parce qu'on avait juste un repo avec, notre CI/CD et puis on faisait tout depuis le même endroit. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même pas mal. Hem, les fonctionnalités de ces outils de monorepo en JavaScript, du coup, il y a Lerna que j'ai mis là, qui est un des premiers. Ensuite, il y a eu nx.dev et puis vous connaissez, hein, l'écosystème JavaScript. Dès qu'il y a un truc, on en fait 1000, mais ils font globalement la même chose. Et alors l'autre fonctionnalité, c'est, d'effectivement gérer plusieurs paquets NPM. Donc on revient un petit peu à la notion de projet qui est publiée, avec une gestion de lancer des commandes par paquet, par exemple pour fixer, votre code style sur tous les paquets d'un coup. La possibilité d'avoir un graphe de visualisation de vos dépendances. Donc ça, on va le voir après, ça peut être vraiment sympa dans certains cas. De pouvoir, forcément partager du code entre les applications, donc avoir une même librairie qui peut potentiellement être utilisée par plusieurs, équipes. Avoir écrit des contraintes de visibilité, et de code sur les projets. Alors ça, c'est une fonctionnalité hyper sympa de NX pour le coup. C'est-à-dire que vous pouvez décider que telle application dépend de telle librairie et pas de celle-là. Donc si dans une de vos contributions à l'application, quelqu'un a modifié une librairie qu'il n'aurait pas dû, en fait, ça va remonter et ça va dire: «Attention là, vous avez peut-être un problème, vous sortez de votre domaine. Est-ce que vous voulez vraiment faire ça?» Et dernière fonctionnalité, donc ça, c'est dispo pour le coup dans NX. Heu, c'est pareil, hein, NX, il faut se mettre en tête qu'ils vendent quand même un produit et du coup, ils vont dire: «On va réduire le temps de CI», parce qu'on est capable de vous dire que, sur un changement d'une pull request donnée, il n'y a que ce graphe de dépendance qui a changé. Et du coup, si vous avez 10 librairies et 3 applis, ils sont capables de dire: «Bah, on va tester que cette appli avec 3 librairies et pas tout le reste vu que ça n'a pas changé». Donc nx.dev, c'est compatible avec, pas que du JavaScript. Ils ont aussi, vous voyez là, il y a Gradle qui est en Java, il y a du Go, il y a du Rust, il y a du .NET. Donc voilà, ils ont essayé d'embarquer pas mal de choses et il manque PHP. Alors j'ai
pas encore rajouté, PHP à NX, je compte pas le faire, à moins qu'ils me payent. Mais du coup, voilà, c'est pour vous donner une idée que ce genre d'outil peut exister pour d'autres, stacks. Donc, revenons à PHP. Dans PHP, on a parlé rapidement de Symfony tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà contribué à Symfony ici? Quelques-uns. Du coup, vous avez sûrement vu qu'à la racine, il y a un script, vous le lancez et ça va en fait venir faire un lien entre tous vos composants pour que vous puissiez en fait travailler en local, en mode isolé, et cetera. En PHP, j'ai trouvé 2 autres outils qui existent. Je vais vous les présenter rapidement. Déjà, il y a Mono par Alexander Schranz qui, heu, en fait, c'est un gros fichier, un binaire avec 4 commandes dedans. Vous avez une commande qui initialise un repository splitsh. Je vais revenir à ce petit outil tout à l'heure. Ça permet de lancer une commande composer sur un ou plusieurs paquets. Ça utilise bizarrement l'API de GitHub pour récupérer des branches, des trucs, j'ai pas trop compris l'intérêt. Enfin pour moi, j'en avais pas vraiment besoin. Et la dernière fonctionnalité qui est quand même sympa, ça permet de mettre à jour une dépendance sur tous vos repos. Par exemple, je veux mettre à jour Symfony Serializer sur API Platform, je dois le faire sur, 5 ou 6 composer.json. J'ai pas envie de le faire à la main. Enfin, je peux une fois, mais la deuxième fois, je vais pas le faire. Donc du coup, voilà, cet outil, je lui reproche un peu d'être trop lié à Git pour moi. J'avais plus besoin d'un outil qui, enrichit Composer et qui me permet d'avoir des fonctionnalités qui me manquaient. Donc je continue mes recherches et bonjour, je tombe sur Simplify Monorepo Builder. Je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent déjà avoir utilisé ça ou qui connaissent un peu, qui est maintenu, heu, bon, dernière contrib il y a plus d'1 an, hein, par Thomas, de Rector PHP. Cet outil-là, il est plus lié au release flow, donc c'est-à-dire que comment je vais publier mon monorepository sur Packagist. Donc comment je vais split en fait ce repository et avoir, plusieurs paquets depuis un seul repository. Il y a des commandes pour, augmenter les dépendances. Il y a une commande sympa pour valider aussi le monorepository. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Plutôt pas mal le petit truc enfin, quand j'ai lu le readme, déjà, en fait, je suis arrivé sur la page, j'avais tout de suite envie de fermer l'onglet parce qu'il y a beaucoup de configurations en PHP, on ne comprend pas trop où ça va. Je trouvais ça un peu compliqué et je me disais: «Mince, en fait, je vais prendre plus de temps à essayer d'adapter cet outil à API Platform que à juste faire un truc qui fonctionne». D'ailleurs, Thomas, il a un blog, qui est super sympa, il écrit beaucoup d'articles et il a écrit un article il y a pas très longtemps où il dit: «Goodbye monorepo». Alors pour rappel, hein, c'est le mainteneur de l'outil que je viens de présenter. Effectivement, sur vos projets clients, c'est quand même, des endroits où on n'a pas forcément besoin de ces outils-là. Du coup, il parle notamment de domaines qui leak dans la code base, effectivement, sur plusieurs applis, plusieurs librairies. Là, on revient un peu à comment est-ce qu'on peut définir des règles entre nos librairies. Donc ça, c'est quelque chose, on n'a pas vraiment d'outils. C'est plus dur de restreindre la collaboration. Effectivement, sur un monorepository, vous avez la team, vous lui donnez la CD, ils peuvent tous déployer. Et vous avez plus de mal à dire: «Ah, ceux-là, ils vont déployer que cette appli», et cetera. Il parle des contributions open source sur un subtree split. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur GitHub, dans Symfony, vous avez plein de repositories Symfony, en fait, un par composant packagist. Et du coup, ils sont tous en read-only. Mais sur GitHub, on ne peut pas désactiver les pull requests. Donc, il y a plein de gens qui ouvrent des pull requests. Je suis sûr qu'il faudrait demander à Nicolas, mais ça doit arriver encore aujourd'hui. Et elle est automatiquement fermée en disant: attention, il faut contribuer sur Symfony/Symfony. Ça, c'est un petit peu aussi un problème qui est lié à ces monorepos. Si vous utilisez du PHP et du JS dans le même repository, le tooling, il n'est pas le même. Donc en fait, l'argument de, je vais utiliser le même tooling partout, voilà, il est mitigé. Alors, grâce à Setmapper, on n'a plus besoin de tous ces trucs-là, donc en fait, on peut tout faire en PHP. Et forcément, alors Slower VCS, les Git qui devient lent, ou Mercurial qui devient lent, ça arrive à Google, ça arrive à Amazon ou des très, très grosses boîtes comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté des lenteurs sur des gros repos. C'est vrai que c'est un argument, mais pour moi, il faut quand même avoir une grosse, grosse code base pour que ça arrive. Mais voilà, je voulais quand même vous partager ces infos, parce que c'est vrai que c'est des arguments qui vont un peu à l'encontre des monorepositories, surtout sur les projets clients. Parlons maintenant de mon use case avec API Platform.
je ne sais pas si vous savez, mais API Platform, du coup, c'est un outil pour gérer des API en PHP. Et récemment, en septembre, on a fait une intégration d'API Platform avec Laravel. Jusqu'à présent, ça marchait qu'avec Symfony. Sauf que pour faire ça, il a fallu qu'on transforme notre paquet en fait composer API Platform /core et qu'on sépare en 2 versions, notamment API Platform Symfony, API Platform Laravel. Mais en faisant ça, il fallait aussi que chacun des composants qui sont en fait des dépendances de ces deux puisse aussi être installable tout seul. Et du coup, on a dû se mettre à faire un subtree split. Donc vous voyez, pour chacun des dossiers de SRC, je ne les ai pas tous mis, et vous retrouvez un composant en face. Alors déjà, le premier truc à faire, et c'est là où les outils de tout à l'heure qui soit embarquaient SplitSH ou soit faisaient des trucs avec Git et tout, bah, je trouve qu'ils ne sont pas vraiment nécessaires. Ils utilisent tous SplitSH de Fabien Potentier. Donc ça, c'est un petit outil. Vous lui donnez un dossier et il est capable de vous sortir l'historique Git de seulement ce dossier. Donc c'est une alternative un peu plus simple que le Git subtree, qui existe aussi, hein, mais qui est un peu plus complexe. Je vous ai mis un extrait du manuel là. Et du coup, franchement, c'est tellement facile à mettre en place, je trouve, sur un projet, que j'ai pas trouvé l'intérêt de l'inclure dans un plugin plus complexe. Voyons voir comment ça marche. Vous avez déjà à rajouter, par exemple, ici, le remote, c'est API Platform Laravel. Donc j'ai créé un dépôt sur Git, juste pour mon composant. Ensuite, en dessous, je vais créer une variable dans mon shell et je vais lui dire, dans chat, tu vas me mettre split/lite et vous voyez que je mets un préfixe du dossier. En fait, ça, du coup, ça prend tout l'historique de ce dossier et ça crée un chat qui est le hash du commit. Et ensuite, j'ai juste à faire un git push sur le remote que j'ai ajouté au-dessus en utilisant ce hash et la destination que je veux lui donner. Là, en l'occurrence, ref tags 4.0, ça veut dire que je vais sortir un tag pour juste API Platform Laravel. Ça va? Ce qui me donne effectivement que ce dossier Laravel, hop, il va atterrir sur Packages parce que Packages va lire les tags Git et dès que vous avez un tag Git qui est publié, il apparaît sur Packages. D'ailleurs, c'est hyper rapide, je ne sais pas comment ils font, mais moi j'adore ça. What else? Alors, ça c'est beau, ok, on peut split, sauf que moi j'ai un problème avec API Platform. C'est que pour l'instant, API Platform a été développé d'une seule pièce. C'est-à-dire que dans, par exemple, Serializer d'API Platform, j'ai des dépendances à Symfony. Et dans Symfony, je vais avoir des dépendances à State, à Metadata, mais ça va. Et du coup, j'ai eu besoin de faire déjà de la validation de mon monorepository. Je voulais vraiment être sûr que chacun des fichiers, bah, il n'allait pas dépendre de choses dont il ne devrait pas dépendre. Je voulais aussi pouvoir isoler mes tests. Quand je lance les tests sur Laravel, je ne veux pas qu'il y ait tout le code de Symfony qui soit chargé, par exemple. Ou un autre exemple sur nos métadonnées d'API Platform, qui sont un composant qui doit être très isolé. Si on a des interactions avec d'autres classes qui existent dans notre code, bah, en fait, ça peut foutre vraiment le bazar. Le graphe de dépendance, c'est toujours stylé d'avoir un petit graphe de dépendance. Vous allez voir tout à l'heure. Lancer des commandes sur tous les paquets, bah, on a vu les 2 outils précédemment, ils le faisaient, NX le fait, Lerna le fait, etc. C'est quelque chose qui est très, très pratique. On veut lancer CSFixer sur tous nos paquets d'un coup, c'est pratique. Lier les paquets pour le développement. Alors ça, c'est la feature phare. C'est vraiment le truc qui nous fait gagner du temps. Donc c'est comme ce dont je parlais avec Symfony tout à l'heure. Pour le développement, on a besoin que justement notre paquet Serializer, toutes ces dépendances, elles soient de notre monorepo. On ne veut pas qu'il aille chercher des tags sur Composer, sinon le code qu'on va utiliser, il est caduc. Propager les contraintes de dépendance, ça forcément, je mets à jour Symfony, je veux que ça se fasse partout. Et une intégration transparente avec Composer, parce qu'en fait, c'est un outil qui est vraiment pratique. Et vous allez voir que je m'intègre beaucoup avec ça et que ça en fait quelque chose de vraiment sympa. Pour ce qui est de la configuration, je veux une seule ligne. Voilà la ligne, donc c'est dans le Composer JSON. Vous avez Extra qui sert à mettre des trucs à vous. Et là, bah, j'ai appelé mon composant PMU. Je mets les projets et là, je lui donne un globe pattern ou plusieurs globe patterns. Et je lui dis, ça, c'est les endroits où j'ai mes composers.json qui sont des paquets de mon monorepository.
Jusqu'à là, ça va? Ça, c'est pour la config. Ensuite, je vais vous présenter une liste de petites commandes que j'ai depuis ce plugin du coup. La première, c'est Composer Graph. Ça va lire tous ces composer.json, tous ces projets. Ça va récupérer l'autoload, me charger toutes les classes et en fonction de ces classes, ensuite analyser les namespaces, les use et faire des croisements dans tous les sens. Ça va du coup faire le graphe des dépendances. Et là, par exemple, je vous ai mis Symfony et Laravel. À chaque commande, vous allez voir, on peut donner le nom du projet qu'on veut analyser. Et là, on a déjà cette première étape. Ce graphe de dépendance, je vais le réutiliser pour faire mes checks dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que du coup, j'ai un graphique de toutes les dépendances. Je suis capable de dire, ah tiens, le monorepo A, il utilise la classe B, mais pourtant, il ne l'a pas mis dans ses require ou des séries require dev. C'est assez bête, hein, ça semble pas très très compliqué, mais nous, ça nous a beaucoup aidé pour dire, ah tiens, en fait, là, j'ai une dépendance, elle ne devrait pas être là, je vais la mettre ailleurs, etc. Composer check dependencies. Ça vous sort la petite phrase qui est là, monorepo A utilise B mais n'est pas déclaré en tant que dépendance. La commande blend. Alors là, j'ai beaucoup cherché le nom, hein. Vous savez qu'il y a deux choses qui sont dures, trouver comment nommer les variables ou nommer les choses et invalider le cache. En l'occurrence, je voulais pas, je pouvais pas utiliser tous les mots de composer, genre update, etc. Ça existait déjà. Et du coup, blend, je me suis dit, c'est pas mal parce que ça mixe en fait les dépendance ou n'importe quoi qui vient du composeur JSON à la racine et ça le met dans tous vos projets. Donc là, typiquement, vous avez cette commande qui prend pas mal d'options. On va voir quelques exemples. Premier exemple, je vais faire Composer Blend API Platform State. Du coup, là, je lui donne juste un projet de mon monorepo. Il va prendre les dépendances de ma racine et toutes celles qui sont aussi dans ce paquet state, il va les mettre à jour. Donc, si j'ai Symfony Serializer à la racine qui est à 7, il va le mettre à 7 dans ce paquet-là. Après, à l'utilisation, je me suis dit, mais en fait, ce serait vachement cool que je puisse lui donner un chemin JSON, par exemple le branch alias. Donc, je ne sais pas si vous savez à quoi ça sert, ça. Vous l'avez dans pas mal de projets open source, c'est-à-dire qu'on peut installer des versions de dev depuis Composer et il va aller chercher automatiquement la bonne branche sur Git. Du coup, on utilise pas mal ça et là, pareil, pour mettre à jour tous les branches alias, j'ai quand même une vingtaine de composants. Je n'avais pas envie de le faire à la main, donc quand même très pratique de pouvoir lui dire, tiens, prends les branches alias que j'ai configurées à la racine, mets-les partout. Le force, même si le branche alias n'existe pas dans un composant, il va le mettre. Ensuite, je peux lui donner une valeur. Par exemple, j'avais oublié le require PHP quand j'ai release API Platform 4. Voilà, l'erreur est humaine. Et à ce moment-là, on lui donne la valeur, on lui dit mets-moi ça partout et terminé. Après, la dernière commande qui est assez pratique aussi, c'est que je peux propager les dépendances, mais du monorepository lui-même. Pour que les dépendances, par exemple, je release la version 4 d'API Platform, en fait, je veux que tous mes composants ils aient des versions 4 entre chaque composant. Lancer une commande. Alors là, ça, c'est vraiment le truc le plus simple, mais ça peut être très pratique. Une fois qu'on a installé le plugin, on peut lancer Composer, le nom du projet, et une commande Composer. Alors, je ne sais pas si vous savez que dans Composer, vous avez le petit exec qui vous permet de lancer une commande shell. Donc ça, déjà, c'est très, très pratique. Et puis sinon, on peut lancer l'update d'un seul composant. On peut lancer exec run script, par exemple, comme ici. Et bien sûr, on a le petit all qui nous permet de lancer run script test sur tous les composants d'un coup. Alors, j'en arrive à la commande que je trouve qui est la plus intéressante. Et d'ailleurs, elle n'est pas intéressante seulement pour des monorepositories. Vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses avec. Je pense qu'elle manque dans Composer aujourd'hui. Il faudrait que je discute avec la team de Composer, savoir si on ne peut pas l'intégrer. Vous l'avez avec les gestions de repo enfin les NPM, PNPM, tout ça, ils ont une commande link qui vous permet de créer des liens symboliques dans vos vendors. Un peu comme Symfony fait avec leur petit script bash. Ça va permettre de faire du test très isolé parce que on peut se mettre dans un composant, on fait un link et on sait qu'on travaille sur le même monorepo. Donc tout notre code qui est dans les dossiers parents ou ailleurs, il est juste et il ne vient pas de Composer.
Ça va vraiment faciliter le process de développement, je vais en reparler tout à l'heure et petit bonus, on va voir, ça permet de lier n'importe quel composant PHP, en fait. Alors déjà, avant que je rentre dans les détails, qui ici ne sait pas ce que c'est un repository composer? Incroyable! J'avais pas besoin de mettre ces slides du coup. Bon, à savoir que de base, ça supportait que les VCS. Donc là, effectivement, je lui donne mon URL du repository, je lui donne la branche ici, je peux lui donner une petite branche et il va utiliser mon fork et ma branche, quand je vais faire un composer update. Ça, depuis un moment, ça marche aussi sur des chemins, comme ici. Donc du coup là, bah, pareil, je vais prendre, directement le dossier chez moi et là, je lui ai mis une petite contrainte, étoile@dev comme ça, je lui force à dire: «Tu me prends ma version qui est dans ce dossier». Et du coup, j'ai fait, ce que je fais moi, c'est que je fais exactement ça. Donc quand on lance donc là, je vous donne un exemple, je vais dans src Laravel, parce que je veux vraiment être en mode isolé avec Laravel. Je vais faire composer link, point, slash, donc c'est mon monorepository. À ce moment-là, il va regarder toutes mes dépendances qui sont dans ce monorepository et préparer en fait des repository composer avec les bons chemins. Ensuite, il lance un composer update et vous vous retrouvez avec la liste de liens symboliques dans les vendors. Alors, il y a plein de méthodes pour le faire. Par exemple, dans Symfony, ils vont juste faire des liens symboliques, ils vont pas trop réfléchir. Mais utiliser le composer update, c'est assez pratique parce que ça va quand même faire des vérifications. Au niveau, par exemple, si vous avez des versions de composants qui sont pas les mêmes, et cetera, oui, il va vous remonter des erreurs. Et du coup, nous, ça a été vachement pratique pour le développement d'API Platform. Ça nous a permis de s'assurer que, bah, voilà, vous pouvez installer, API Platform OpenAPI sans que ça plante, quoi. Alors, le petit défaut, je trouve, et ça, il faudrait voir comment le faire vraiment dans Composer pour que ça marche mieux, c'est que moi, je suis obligé d'écrire le fichier composer.json avec mes repositories que j'ai déduits en programmation. Je lance un Composer Update et après, je reverte le Composer JSON à son état d'origine. Je peux le faire en mémoire, j'ai réussi à le faire en mémoire, sauf qu'il faut avoir installé le plugin d'abord et du coup, ça me posait d'autres problèmes. Mais peut-être que si on l'intégrait au corps de Composer, ce serait possible de modifier le point lock à la volée ou quelque chose comme ça. En tout cas, le code de Composer, super intéressant, allez voir si jamais vous vous ennuyez le dimanche. Alors, tout ça, c'est disponible dans un plugin Composer qui s'installe soit globalement, soit localement. Les 2 sont possibles. Localement, forcément, je vous recommande le flag dev et ensuite, je vous ai remis la petite configuration là en dessous. Vous mettez vos projets et vous avez accès, dès que vous mettez ça, vous avez accès à Composer, le nom du projet, et vous pouvez lancer des commandes. Alors, j'ai parlé un peu du process de développement. Effectivement, sur n'importe quel projet, ça va fonctionner aussi. Typiquement, là, j'ai forqué, Symfony, voilà et je me dis: «Bah, tiens, je travaillerais bien sur, le composant Symfony, mais j'ai fait des changements que j'ai pas encore commit sur une branche. J'ai pas internet, je suis dans le train, voilà» et ben, en fait, je vais faire composer link. Je vais donner le chemin de là où est le composant lui-même, donc avec le composer.json et il va pouvoir, me faire le lien symbolique exactement de la même manière. Donc il va faire un repository, il va lancer un update, il va revert le fichier. Mais du coup, dans vos vendors, vous avez ça, mais le composer.json n'a pas changé. Donc ça, c'est très pratique. Nous, on l'utilise beaucoup pour, par exemple, tester des applications Laravel, tester des applis, Symfony et cetera avec notre code en local. Hésitez pas à tester et à remonter, si vous avez des problèmes, si vous rencontrez des problèmes là-dessus. Je vous montre rapidement aussi notre, fichier GitHub Action. Donc, là, c'est sur API Platform. On va pouvoir, grâce à ça, tester chacun de ces composants-là de manière totalement indépendante. Donc, vous avez la liste des composants qui est configurée dans une matrice. Derrière, bon, les setup PHP, ça, vous connaissez normalement. On récupère le plugin et là, on va faire un link, mais on va utiliser le petit flag permanent. Permanent ne va pas réinitialiser les composers.json et du coup, vous allez avoir vos repositories qui vont rester en fait dans le code. Et ça va être pratique parce qu'après, toutes les commandes qu'on lance, lui, il fonctionne en local et il n'utilise jamais les tags sur Composer. Ça me permet de faire des updates, ça me permet de faire, de lancer les tests, etc., etc.
Alors, j'ai déjà parlé de ça tout à l'heure, implémenter PHP sur nx.dev. Peut-être que ça peut avoir un intérêt. Maintenant, voilà, moi j'en ai pas trouvé en tout cas. J'ai l'impression qu'on n'utilise tellement pas les mêmes toolings entre JavaScript, PHP et cetera. Je sais pas s'il y a vraiment un intérêt. On n'aime pas en fait, nous dev PHP, avoir Node.js sur notre machine. Faut qu'ils le comprennent. C'est pas vrai, j'ai Node. J'ai commencé par dev avec du Node. Hem, J'aimerais bien, sortir le graphe des dépendances qui est affecté par un changement. Je trouve ça sympa, mais le problème, c'est que je suis obligé de faire un lien Git et ça, je trouve qu'on mélange des outils qui ont pas forcément besoin d'avoir un lien entre eux. Définir du code ownership, c'est vraiment pas mal ça. Donc de dire: «Attention, là, on a contribué à Laravel», ou non, pas Laravel, c'est pas un bon exemple, mais on a contribué à Metadata, on a aussi modifié Serializer. Pourquoi? Peut-être remonter ça au mainteneur, ça peut être très pratique. Et du coup, bah, ça fait partie un peu de définir les bordures de chaque, projet, quoi. Et détecter les dépendances circulaires. Alors ça, je l'ai mis parce que, vous pensez bien que j'ai testé sur Symfony, de faire un composer link. Bon, ça n'a pas marché. En fait, dans Symfony, il y a beaucoup de dépendances circulaires entre les paquets. Par exemple, Serializer va dépendre d'un truc qui, lui, dépend de nouveau de Serializer. Donc du coup, l'outil, il se perd un peu et il faudrait voir si ça les intéresse d'avoir ça, on pourrait peut-être voir pour le contribuer et puis, améliorer un petit peu les choses. Je ne sais pas si vous savez, mais avec Composer, vous pouvez aussi mettre une étoile sur un projet. Il faut installer le projet Symfony Thanks. Vous mettez mon petit plugin et puis ensuite vous tapez Composer Thanks et du coup ça met une petite étoile. Ça, c'est quand même vachement cool. Vraiment, Composer, c'est un outil, fabuleux. Il a inspiré énormément d'outils de gestion de paquets, que ce soit NPM à l'époque et cetera. Donc vraiment, bravo aux gens qui ont programmé ça, c'est vraiment super ça. Vous avez bien sûr, le repo des dispo là, ce UKPMU. Puis d'ailleurs, si vous aimez pas l'outil, mais vous aimez bien le logo, vous pouvez aussi mettre une étoile. Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas à aller me sponsor sur GitHub et puis vous avez mes réseaux sociaux ici si vous avez besoin, hein, si vous avez envie de me suivre. Merci. J'ai fait plus vite que prévu, on a un peu de temps pour des questions. Merci pour ton talk, hem et pour le projet PMU. Est-ce que tu as déjà essayé de le mettre sur autre chose que API Platform? Bah, après, comme je te disais, moi je l'utilise beaucoup pour, quand je dev, sur n'importe quoi. Je l'ai testé avec, juste un projet, ça a fonctionné. Sur Symfony, ça a pas fonctionné. Mais je connais pas trop, je sais que Drupal est en train de se mettre à faire un monorepository. Ils ont sûrement développé leurs outils. Hem, Non, mais je voulais dire, par exemple, un projet pour un client. Bah, non, parce que justement, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, les monorepositories sur vos projets clients, je sais pas, est-ce que quelqu'un utilise un monorepository ici sur un projet client? Ah ouais, quand même quelques-uns. Donc du coup, faudrait effectivement voir s'il y a un usage de ça. Après, ça n'existait pas encore avant. Donc peut-être que les gens, ils font exactement pareil, mais à la main, parce que pour l'instant, ils n'ont pas à gérer tant de dépendances. Dans l'open source, on a vraiment besoin beaucoup d'écrire dans les composers.json tout le temps et du coup, ça nous aide énormément de pouvoir propager des infos, des choses comme ça. Sur un projet client, il va y avoir moins d'intérêt à ça, en donc du coup, voilà, en plus, je ne sais pas qui utilise ici un packages privé? Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Donc, tu vois, là, il y a peut-être un intérêt aussi parce que du coup, avec le packaging privé, si tu veux tester des choses localement, tu veux pas qu'il installe des versions distantes. Peut-être que d'avoir des liens symboliques au sein du projet, ça peut être bien. Mais maintenant, voilà, je pense que l'usage est quand même assez limité. Salut, merci pour la présentation. Dans notre boîte, on édite, beaucoup de plugins, pour Silus. Enfin, on commence à avoir au moins une dizaine. C'est vrai que tout ce qui est maintien des versions de Silus associées, suite de test, à l'heure actuelle, tout est dupliqué. Chaque plugin a son propre repo, mais faut vraiment, il y a des issues sur chaque repo et il faut faire des correctifs sur chaque repo. Est-ce que là, on n'est pas dans le cadre d'un projet vraiment unifié puisque chaque plugin certains plugins dépendent d'autres plugins, mais c'est assez rare parce qu'on a un plugin de settings qui nous sert sur d'autres, mais il y a des plugins qui sont vraiment standalone. Est-ce que le monorepo peut avoir du sens
Quand même, parce que ça nous permettrait de faire toutes les montées de Silus d'un coup, ça nous permettrait peut-être d'unifier des tests et on a aussi une app de test qui permet de tester un plugin, mais là, il faudrait qu'elle teste entre guillemets, on peut pas installer un Silus avec, l'ensemble de nos plugins, ça n'aurait pas de sens. Il faut qu'ils puissent tester un par un. Est-ce qu'il y a un sens dans tout ça? Ah ouais, complètement. Bah, tu vois, ça c'est je trouve, typiquement un cas d'usage où le monorepo est ultra pratique. Déjà, vous partagez le même tooling, c'est le même langage, donc la question se pose même pas. Par exemple, j'avais montré la structure de fichier d'NX et vous voyez qu'il y a, ah non, je l'ai enlevé, mince. Mais quand il génère les applications, pour chaque appli, il génère aussi une appli avec les tests end-to-end. Là, tu viens exactement de parler de ce cas d'usage où tu vas avoir envie d'avoir une application Silus dans laquelle, tu vas vouloir installer telle librairie, telle librairie. La dépendance entre les 2 librairies, bah, typiquement, on rentre exactement dans ce cas d'usage. Donc pour moi, ça peut énormément simplifier, les choses. Vous allez sûrement avoir quand même des choses à faire à la main si vous je ne sais pas trop comment on publie les plugins sur Silus, mais ouais, bah, voilà, donc du coup, clairement, il y a un très, très gros intérêt pour vous pour gérer en tout cas votre projet d'avoir ça, quitte à ensuite sur GitHub mettre un tag par projet et cetera. Ouais, clairement. Merci pour le talk. Je vais rebondir sur la question de mon collègue parce que du coup, on fait des plugins, ensemble. Moi, j'ai une problématique, c'est que certains plugins ont des fonctionnalités en plus s'il y en a un autre Mmh d'installé. mh. Mmh. Mais c'est pas une dépendance. Mmh. Comment je peux faire pour tester ça? Parce que j'ai vu tout à l'heure, tu testais si monorepo A et B, il disait: «Attention, tu appelles B alors qu'il Ouais. n'est pas require». Bah, moi, j'ai typiquement ce cas-là, mais je veux pas que ça bloque. Bah, du coup, alors, c'est vrai que j'ai pas montré cette fonctionnalité. Je pensais pas que ça intéresserait autant de monde, tu vois? Mais, du coup, tu as la possibilité de générer une baseline, comme dans un peu tous les outils PHP Stan et cetera. Et nous, on en a parce qu'on a effectivement, on a exactement le même cas d'usage dans API Platform. On a des fois des choses, si la classe, elle existe, elle est utilisée, mais sinon elle est juste, pas utilisée, mais on dépend pas forcément ou c'est juste un suggest, ce genre de choses. Et effectivement, tu as une baseline, tu peux lui dire: «Bah, en fait, ça là, enfin cette erreur-là, tu peux l'ignorer, quoi». Après, l'outil de check, j'aimerais bien, l'améliorer justement avec des contraintes, qui relèvent des usages de monorepo. Moi, j'ai mis mes contraintes parce que c'était utile, mais je pense qu'il y a plein d'idées à avoir de contraintes entre le code, qui peuvent être hyper intéressantes, à rajouter, quoi. Est-ce que tu as essayé, de mettre un dépôt front ou plusieurs librairies front et de les synchroniser avec PMU? Bah, du coup, à partir du moment où il y a des composers.json, ça va fonctionner. Ça ne marchera pas avec des packages.json. Non, mais c'est voulu, ouais, c'est pas les mêmes technos, du coup, on sort un peu du scope, mais pour ça, nx.dev marche super bien, j'ai déjà fait. Heu, enfin NX, allez voir monorepo.tools si ça vous intéresse un peu. Il y a plein d'idées, il y a plein de schémas, il y a plein de choses pour organiser le code sous forme de monorepo qui sont vraiment cool. Super, merci. Tu disais que tu voulais voir s'il y avait des choses qui avaient changé et potentiellement reportées. Et dans Composer, il y a Composer Status qui te permet de pas manipuler Git, même s'il manipule Git, mais tu le sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, Tu peux pas mmh, mmh. utiliser Ouais, ouais. Ouais, comme peut-être que je pourrais comme ça, tu t'en rends pas compte et tout le monde est content et ça marche. Je sais pas, ça ouais, fait ça peut être une bonne bah, en plus Composer utilise Git, bah, donc c'est ça, forcément, bah, c'est ouais, ça, ouais, ouais. bien sûr. Merci Antoine et si vous avez des questions, je suis sûr qu'il pourra répondre, si vous allez Merci voir. pour votre attention.